peut passer, mademoiselle. Merci. J'ai une première question, c'est avez-vous déjà parlé à vos enfants et petits-enfants de la Deuxième Guerre mondiale? Ouais. Pourquoi? Ouais. Pour ceux qui diront non, pour la fin, j'avais trouvé après cette interview, serez-vous prêt à le raconter à votre entourage? Ça va? C'est carrément intéressant, oui. Oui. Je sais pas, mais moi j'ai pas confié un secret à un inconnu Enfin, quelque chose que j'ai pas confié à ma famille à un inconnu, donc. Justement. Si tu le dis à quelqu'un que tu connais pas, il va pas forcément te juger parce qu'il te connaît pas. Alors que si tu le dis à ta famille, il risque de penser des trucs de toi, alors que c'est pas forcément vrai. Des fois, c'est plus compliqué de le dire à des gens que tu connais qu'à des gens que tu connais pas. Je trouve. Est-ce que vous avez aidé à la déportation de certaines personnes? Est-ce que vous vous êtes battu un petit peu contre ce qui se passait? Saviez-vous... Mais oui, parce qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Après, avec la peur. Saviez-vous ce qui se passait dans les camps ou juste avec les Juifs? Savez-vous à quoi ressemblaient les centres d'extermination? Si oui, à quoi? Que pensez-vous du racisme envers les Juifs? Un souvenir particulier vous a-t-il marqué? Si oui, quoi? Après cette interview, serez-vous prêt à le raconter à votre entourage? C'est super, c'est costaud, c'est bien vos questions. Là, il y a une question de Quentin. Savez-vous à quoi ressemblaient les centres d'extermination? À l'époque, il n'y avait pas grand monde qui savait ce que c'était. Et puis, après, il dit si oui, à quoi? S'ils savaient, ils n'ont peut-être pas envie d'en parler parce que c'est marquant. Alors, mais ça, c'est juste, c'est ça que je voulais vous dire aussi par rapport aux questions que vous avez écrites qui sont passionnantes. Il va falloir en plus que vous soyez délicat. Oui, parce que après, si on balance comme ça d'un truc comme ça, comme si nous on s'en fichait, eux ils vont dire eux ils s'en fichent alors que nous on l'a vécu, sont incompréhensibles, puis après ça va pas leur donner trop envie de répondre aux autres questions vu. Ils vont se renfermer après. Ouais. Si on pose des questions pas très délicates comme ça, ils vont se renfermer, ils voudront plus répondre à la suite. Parce que peut-être que ça va leur faire revivre des moments qu'ils n'ont pas envie de revivre. Exactement, Jeanne. Ouais, parce qu'ils les ont enfermés, ils veulent pas que ça ressorte et si on leur pose des questions comme ça peut ressortir et ils seront pas bien. Mais oui, si vous posez à quelqu'un la question de est-ce que vous avez dénoncé des juifs? Oui, c'est pas. Ouais, là, c'est trop. Mais je trouve du mal toute la vie avec ça. Exactement. Ils ont peut-être vécu dans la culpabilité et tout, et si ça ressort d'un coup. Ils vont. Déjà, ça se trouve, déjà, ils le vivent mal, alors. Déjà, c'est courageux de venir nous en parler. Alors, si en plus on les enfonce alors qu'ils viennent, ils viennent pour nous, alors ça c'est pas très sympa de notre part. Ça grossit pas? Si. Mais attends, avec le soleil, il va grossir un peu plus. On va faire un film avec le Luc Besson. C'est le grand bleu. Alors moi c'est Quentin, je suis ni de Blague ni de Coutras, je suis de Porchère. C'est à côté de Saint-Srin-sur-Lise. J'ai voulu participer à ce projet parce que en fait je suis assez curieux et je voulais savoir un peu plus sur ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale parce que je me dis, les cours d'histoire, c'est un peu ennuyant, mais quand on est avec un petit comité comme ça, c'est plus convivial. Bien. Alors on va commencer sur la guerre. Alors quel âge aviez-vous quand la guerre a commencé? Et...
C'est-à-dire quel âge j'avais, et j'ai tous les papiers quand je me suis engagé, mais quel âge j'avais à ce moment-là. À peu près, hein, quand... J'avais 18 ans. 10 ans. Je suis très content d'être là, parce que justement ça me fait plaisir d'interviewer mon grand-oncle. Ouais. Merci à toi. Voilà. Puis aussi ça me permet de savoir ce que toi tu as vécu, parce que je sais pas, c'est un petit peu mais pas trop quand même. Je n'avais pas encore 9 ans quand à la déclaration de guerre, donc j'étais quand même un gamin en culotte courte comme on disait. Quel a été l'élément qui vous a fait comprendre que c'était la guerre? Mon père a été immédiatement mobilisé. Vous savez, c'est la mobilisation. Tous les soldats étaient mobilisés, tout le monde, il y avait plus d'hommes, il y avait plus de femmes. Quel est le souvenir pour vous qui a marqué le début de la guerre dans votre famille? Après déjà, la mobilisation générale, le départ de l'être cher, quoi. Je revois mon père nous dire au revoir, et il y avait des larmes dans le foyer, quoi. Je vois ma mère qui pleurait vraiment, quoi. Mon père avait quand même la larme à l'œil. Et puis moi, tout gamin, évidemment, je pleurais. Dans les foyers, c'était ça, quoi. Ce départ-là était quand même assez bouleversant, oui. À quoi me mettrais-je réellement? Je me le demande. Si j'avais en poche mon ordre de réquisition pour l'Allemagne, avec la perspective du départ dans une semaine, suppose que cette carte arrive demain. Alors, ce que vous ne savez pas, quand les Allemands ont envahi la France en 1941, vous vous souvenez, est-ce que vous avez entendu parler de la ligne Maginot? Voilà. Alors, c'est vrai que c'était les Français avaient construit une frontière entre l'Allemagne et la France. Ça s'appelait la ligne Maginot. C'était une forteresse, une ligne fortifiée que les Allemands ne pouvaient pas franchir, et donc nous étions à l'abri de l'occupation allemande. Malheureusement, cette ligne Maginot, elle n'est pas tout à fait terminée au sud, alors les Allemands vont en profiter pour s'engouffrer par ce passage au sud, et ils vont passer par la forêt des Ardennes. Les Français vont essayer de résister, mais ils vont reculer, jusqu'à, bien sûr, que, eh bien, dès le 15 juin 40, eh bien, Paris va être occupé par l'armée allemande. Puis la population, chez nous, n'était pas prête, quoi, en 1939. En 1939, on aspirait à la paix, on aspirait au bien-être, on n'aspirait pas à faire la guerre. Et dans l'esprit des vieux combattants, dans l'esprit des anciens, quoi, cette guerre 14-18 devait être la der des der. On disait c'est la paix des braves, c'est la der des der. Et puis en fait de la der des der, en 20 ans après, éclatait la Seconde Guerre mondiale. Et c'est bien qu'à la fin de reculade, on peut dire, c'est le drame. Le drame s'est produit comme ça, on a toujours reculé. Le maréchal Pétain, il va signer un armistice, c'est-à-dire qu'il va signer un traité qui va mettre fin à la guerre entre, eh bien, tout simplement, l'armée française et l'armée allemande. Et la conséquence de cet armistice, eh bien, c'est, vous savez, la France qui va être scindée, coupée en deux. Ici, vous allez avoir toute cette partie-là que la France dit la zone occupée, et toute cette partie ici, là, qui est dite la zone libre, d'accord? Et vous voyez, Bordeaux est en zone occupée. Et là, au milieu, si on peut dire, au centre, vous allez avoir cette ligne-là qu'on appelle la ligne de démarcation, et avec des postes de garde là, allemands un peu disséminés un peu partout sur cette ligne, qui vont contrôler les allées et venues des personnes qui passent d'une zone à l'autre. Après la signature de l'armistice, il y a eu une vraie débâcle. Il y a eu jusqu'à 8 millions de personnes sur les routes, en plein désordre. Une France qui se vidait complètement pour remplir une moitié de la France, ils se vidaient pour remplir l'autre moitié. Donc ici, il y avait un afflux, tout ce qui était au sud de la Loire, on veut arriver les réfugiés. Nous, chez nous, la plus petite masure, le plus petit, était occupé. Nous étions aussi très près de la zone où les résistants pouvaient passer en zone libre, puisqu'on n'était que quelques kilomètres. Et je me rappelle aussi très bien quand les Allemands ont occupé la zone libre, puisqu'ils ont fini par occuper toute la France. Et vous passiez en zone libre? Est-ce que vous alliez de temps en temps en zone libre?
Moi, je ne suis pas passée, mais j'en ai fait passer, et j'en ai vu passer de chez moi. Ils allaient à Ménesplé, Montpont, si vous connaissez, Montpont, Ménesplé, Montpont, et ma tante les faisait passer en zone libre, elle, sous le lit du chemin de fer, un peu plus haut chez elle, un peu plus haut que Ménesplé. En cachette. En cachette. Soit les résistants, soit les juifs. Ah, les résistants. Les résistants. Je ne sais pas, on ne savait pas s'ils étaient juifs ou pas juifs. On a su que celle qui venait à la maison, qui était cassée à la maison, c'était une juive, avec la fille. Alors, mon père a été arrêté, il n'était pas résistant. Mon père a été dénoncé par quelqu'un qui a été arrêté. Et quand les Allemands arrêtaient, ils emprisonnaient et ils demandaient qu'on leur donne des noms de résistants ou des noms de personnes qui pouvaient arrêter, parce qu'à ce moment-là, ils promettaient de libérer celui qui donnait des noms. Et c'est ce qui s'est passé pour mon père. Au fil du temps, il s'est créé le nom de guerre. Et pourquoi ce nom de guerre? Parce qu'il y avait des résistants, des maquisards, qui arrivaient à se faire prendre, mais c'était leur nom de famille. Mais après, eux, ils étaient inquiétés, mais les familles avec. Alors, qui s'est créé le nom de guerre? Alors, moi, c'était Ficelle, c'est bien marqué là. Un autre, c'était Muguet, un autre, c'était La Cloche, un autre. On avait un dossier, c'était pas Sol, c'était le dossier Ficelle. Donc, c'était les dossiers de résistants. Voilà. Alors, automatiquement, j'aurais été pris quoi que ce soit. C'est Ficelle, mais il n'avait pas le nom de mes parents. C'était le nom. Pour protéger votre famille. Voilà, oui. Mais votre père était résistant aussi. Oui, mon pauvre père était résistant. Malheureusement, ça lui a valu un mois au fond du Var. Alors, je voyais de la façon qu'il travaillait. Et à ce moment-là, j'étais boulanger à la Guérande, chez Noé Dubé, dont son frère était chauffeur du sous-préfet. Et tous les samedis, je descendais à la maison par nuit pour voir mes parents, porter mon linge sale et tout. Alors je partais, le patron me disait, tiens, tu donneras cette lettre au père Boutet. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne savais rien. J'arrivais chez le père Boutet, bonjour, bonjour. Il me dit, non, tu iras voir le père Rousseau, tu lui diras un an, quoi que ce soit. J'arrivais chez le père Rousseau, qui tenait l'Aquitaine dans la rue de la Gare. Alors lui, dès qu'il y avait un client, il se mettait à quatre pattes sous le comptoir. Ah ouais. Alors dès que j'arrivais, bon, il se redressait. Ah ben, Nanette. Ah. Nanette. Il savait ce que c'était. Moi, je ne le savais pas. Et les balles pendant la guerre, est-ce qu'il y avait des balles clandestines? Clandestins, oui, oui. Ah. Ah oui. Du côté de Chamadère? Oui, aussi, oui, oui. Des petits hameaux qui étaient dans les bois. Et là, il y a une maison où une ancienne propriété, les gens se rendaient au bal. Et finalement, dansaient avec un accordéon et dans une pièce de 4x4, quoi, quelque chose comme ça. Et là, il y avait 15-20 personnes. Tout était prévu au point de vue camouflage, imposé. Hein. La lumière ne devait pas paraître la nuit. Donc souvent, les vitrages étaient peints en bleu foncé, je me rappelle. En général, en bleu, ou genre bleu marine, quelque chose comme ça. Lorsque le général de Gaulle, qui a fondé la Ve République, a appelé à faire dans la résistance, je me suis engagé à 18 ans pour la durée de la guerre contre l'Allemagne. Et j'ai fait 6 mois de résistance dans les forêts de la Dordogne. Je me suis engagé dans les bois de la Dordogne avec Jean Moulin. Vous avez entendu parler de Jean Moulin? Vous avez entendu parler? J'étais avec Jean Moulin, dans les bois de la Dordogne. On avait fait des prisonniers allemands que nous avions emmenés à Mozac. Et moi, je l'ai connu. Voilà. J'étais avec lui. Et vous étiez tout jeune, 18 ans. Ça, c'est inoubliable, ça. Ouais. Vous l'avez côtoyé? Comment? Vous l'avez côtoyé directement? Ah, je l'ai côtoyé, bien sûr. Il était avec nous, il commandait un peu. Hein.
Moi, ça va contre mon honneur. Je ne signerai pas ce document. Et pour avoir refusé de signer ce document, les Allemands vont l'emmener dans l'hôpital de Chartres et le torturer, d'accord, pendant plusieurs heures. Et Jean Moulin, à un moment donné, il va sentir que la douleur devient insupportable, d'accord, il a peur de craquer psychologiquement et de finir par signer ce document, tellement la torture devient soutenable. Eh bien, il va ramasser à ses pieds un morceau de verre, un tesson de verre, d'accord, et il va se lacérer la gorge. Et donc, vous voyez un petit peu la force de caractère de Jean Moulin, quand même, déjà. Malheureusement, Jean Moulin va être trahi, et en juin 1943, il va être arrêté dans la ville de Caluire, c'est dans la banlieue de Lyon, et il va être, le 21 juin 1943, il va être arrêté par la police allemande, par la Gestapo, parce qu'il a été trahi, on l'a dénoncé, si vous voulez, et donc il se rendait à un rendez-vous avec d'autres résistants, et malheureusement, il aura été trahi. Et là, il va être arrêté. Au départ, les Allemands vont, les SS, du moins la Gestapo, pardon, va donc le contrôler ses papiers. Ce sont des faux papiers, d'accord, mais aux yeux des Allemands, ça paraît être en règle. Et donc, comme ils ne connaissent pas son vrai nom, personne ne connaît son nom. Il ne s'appelle pas Jean Moulin, d'accord. Dans la résistance, on l'appelle Max, Rex. Il a d'autres noms comme ça, des prête-noms, des pseudos, d'accord. Et donc ils ne savent pas si c'est la bonne personne qu'ils sont en train d'arrêter. Donc au début ils hésitent, la police allemande, ils hésitent même à le relâcher, et au final ils vont le conserver parce qu'ils ont des doutes. Et ils vont le torturer pour le faire avouer tout ce qu'il sait. Et celui qui va le torturer, vous avez peut-être entendu parler de son nom, il est resté tristement célèbre malheureusement, c'est Klaus Barbie. C'était le chef de la police, donc de la Gestapo à Lyon, et on l'appelait le boucher de Lyon. Vous voyez son surnom, vous comprenez pourquoi. Donc Jean Moulin va être torturé pendant un long moment, et il va quand même il va réussir à ne pas parler, à ne rien dire de tout ce qu'il savait, parce qu'il connaissait tout, d'accord, sur les réseaux, les projets, les noms, tout. Il savait tout sur la résistance française, puisqu'il en était le chef, bien sûr. Donc il ne va rien dire, et son silence, héroïque, c'est un héros, clairement, eh bien, va permettre à la résistance de continuer à exister, et elle va être très utile tout au long de la guerre. Et donc, malheureusement, il va décéder de ces tortures, vraisemblablement, en étant transféré par train vers l'Allemagne, en Allemagne, où il devait peut-être encore être interrogé, ou peut-être envoyé en camp de concentration, on ne sait pas. En tout cas, il va mourir de ces tortures. Et à propos des Juifs, il y en avait à Coutras ? Il y en a 2 qui ont été déportés. Alors là aussi, ils étaient coutrillons, on les connaissait. Beaucoup ne savaient même pas que c'était des Juifs. Ils étaient bien braves gars. Et puis, une journée, les gens arrivaient là, allez hop, on vous emmène. Et où? On ne savait rien, mais ils allaient directement dans les camps de concentration. Et ça, c'était par dénonciation, vous pensez? Oui. Il y avait une dénonciation, parce que c'est malheureux, mais il y avait des collaborateurs. Ces collaborateurs-là, ils essayaient, puis ils renseignaient les Allemands. Il y avait un nommé Bacchus, qui était la Croix-Rouge. Alors celui-là... Y avait-il des Juifs à Abzac durant ce temps-là? Il y en avait, oui. Il y avait des Juifs chez moi, ça. Des Juifs. En bas de la colse de l'église. Les Juifs, ça a toujours existé, les Juifs. 2 Juives, la mère et la fille, je les gardais. Vous les gardiez? Oui. C'est-à-dire j'avais une belle-sœur qui était là-bas, son mari était en Allemagne, et à Paris il n'y avait rien. Elles sont descendues à la maison, on les a gardées à la maison, et elle avait 2 personnes, 2 amis qui sont descendus avec elle. On les a gardées longtemps. Vous les avez cachés? Oui, on les a gardés chez nous longtemps. Pendant la guerre? Oui, pendant la guerre. Personne n'a su. Personne n'a su? Non, je suis encore là. Tant mieux, tant mieux. Et elles ont pu... Elles sont parties. On n'a jamais rien su. Elles sont parties quand? Elles sont parties. Il lui tardait, c'était une pharmacienne à Paris. Et elle est restée sans nouvelles pendant quelques jours, alors elle a voulu partir. J'ai pas de nouvelles, elle est partie là-bas. Et on ne l'a pas revue. Pourquoi? Parce que son mari était à Paris? Non. Son mari il gardait la pharmacie à Paris. Ah. On l'a plus revue à elle et la fille. Il y a quelqu'un qui l'a vue, je sais que c'est des parents qui étaient là-bas. Ils ont vu la fille, mais la mère, ils l'ont pas jamais revue. Ils ont vu la fille après la guerre? Oui.
Bon, donc il y en a elle quand était même vivante, une. elle a été vivante, oui. Tout à l'heure, vous nous parliez des juifs qui étaient partis en camp de concentration. Est-ce que vous saviez ce qui se passait là-bas? Dans les camps de concentration? Non, on le sait indirectement, comme ça. Et malheureusement, d'après ce que l'on a entendu, c'était pas beau, là. C'était pas beau du tout. Ils étaient esclaves, ils étaient martyrisés, ils ne mangeaient pas toujours à leur faim. Et puis un jour, ça les prenait, il y en avait 25 ou 30 qui déménageaient d'un seul coup la fusille. Notamment Auschwitz, qui est le camp d'extermination resté le plus terriblement célèbre pour, bien sûr, tous les massacres qu'il y a eu des populations juives, puisque en majorité, et c'est plus que la majorité, ce sont les juifs qui ont été exterminés à Auschwitz, Birkenau, puisque c'est un complexe, vous avez Auschwitz, vous avez Auschwitz 1, Auschwitz 2, Auschwitz 3, et Auschwitz 3 étant Birkenau, qui est le camp d'extermination, les autres sont des camps de concentration. Voilà. Et donc à Birkenau, comme je vous ai dit, c'est 1500 personnes, en majorité d'origine juive, qui vont être exterminées par jour, d'accord. Et sur la période que va durer ce camp, ce complexe d'Auschwitz-Birkenau, qui a ouvert ses portes à peu près en 1941, eh bien vous avez 1,5 million, et le chiffre n'est pas exact, 1,5 million donc de personnes, majorité juives bien sûr, qui vont être exterminées dans ce camp de Auschwitz-Birkenau. Le quota doit être rempli et le train aussi. Ce train qui vient chercher sa cargaison avec une régularité presque mathématique. Mais l'on ne peut retenir chacun en le présentant comme indispensable au camp. C'est impossible. Comment est-ce possible? Mon enfant est malade, comment pourrais-je l'emmener? Il est parti de Compiègne, direction l'Allemagne. Allez, on a entassé ces prisonniers, que les Allemands avaient fait prisonniers, on peut dire ça, et qu'ils avaient déportés. On les a entassés dans des wagons fermés, des wagons en bestiaux, vous voyez. Et il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont décédés asphyxiés. Mon père nous a raconté qu'ils avaient du mal à... Ils étaient entassés, ils ont été dirigés vers l'Allemagne par... Et moi, je connais un monsieur qui a été déporté avec son fils en Allemagne. Ils sont morts tous les deux en Allemagne. Eh bien, dans les camps, eh bien, les Juifs venaient chez lui. Aussi, c'est pareil. Et lui, il était juif aussi? Non, il était français. Il était français et du coup, il a été déporté. Il a été déporté. Les Allemands sont arrivés chez lui. Quand ils sont aperçus que les Allemands ils ont été dénoncés par quelqu'un, il n'y a pas de doute, on ne sait pas ça. On n'a jamais su pas. Il n'y avait plus de bons Français. Il y en avait contre les Allemands, et c'est plus qu'ils ne le pensaient, les Allemands. Mais c'était difficile de les fouetter. Et dans les Allemands, il y en a un qui est arrivé chez nous. C'était un Polonais. Nous étions au salon. On vous a raconté exactement ce qui se passait ici. Ça se passe en Pologne pareil. Ah, il vous a raconté? Ah oui, donc lui, il était enrôlé, ce qu'on appelait enrôlé. Attendez, ils étaient enrôlés dans les... Alors, dans les tanks. Dans les tanks. On les mettait dans les tanks, ils n'avaient plus de soldats, il fallait qu'ils en prennent partout. Nous disaient, moi le petit, moi le... Attendez, comment qu'ils nous disaient là moi le petit, moi le bébé. Moi le petit, moi le bébé, ça devait être une belle famille. Il ne savait pas ce qu'était devenu sa famille. Qui était en Pologne. Et c'était un Polonais. Être occupé par les Allemands, ça voulait dire être sous le régime de la botte. La loi nous était dictée, quoi, hein. Ce qu'on avait à faire nous était dicté.
C'est terrible. Perdre ses libertés, c'est tout perdre. Hein. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'oublier, quoi. Votre nom, s'il vous plaît, Hitler. Votre nom, s'il vous plaît, Votre nom, s'il vous plaît, Hitler. Je m'entête à maintenir mon style de vie contre vents et marées. Même si je tape 1000 lettres par jour de 10h du matin à 7h du soir et rentre chez moi à 8, les pieds meurtris et sans avoir dîné. La collaboration apportée par une petite partie des Juifs à la déportation de tous les autres est évidemment un acte irréparable. L'histoire aura à en juger. Après cette époque, je le sais, viendra une époque beaucoup plus humaine. Préparer les temps nouveaux, les préparer déjà en nous, leur transmettre cette part indestructible de moi-même, car ils viendront, certainement. Ne se lève-t-il pas déjà en moi jour après jour? Vous êtes allemand, moi je suis français, on a chacun un fusil. Vous avez envie de me tuer? Moi j'ai envie de vous tuer. On le dit, il faut le faire. Mais si on parlait la même langue, si on savait se comprendre, on est en face l'un de l'autre, eh dis donc, eh bien, on irait plutôt se serrer la main plutôt que de se tirer dessus. Voilà, c'est ça, mais malheureusement, c'est qu'en lieu, c'est pas pareil. Je ne vois qu'une seule solution, vraiment une seule. Il n'y a pas d'autre issue. Que chacun de nous fasse un retour sur lui-même et extirpe et anéantisse tout ce qu'il croit devoir anéantir chez les autres. Je m'appelle Eddie. Toutes mes impressions sont là, comme des étoiles scintillantes sur le velours Comme des étoiles scintillantes sur le velours sombre de ma mémoire. L'âge de l'état civil n'est pas celui de l'âme. Je pense qu'à la naissance, l'âme a déjà atteint un certain âge qui ne change plus désormais. Mais on peut naître aussi avec une âme de 1000 ans. Il y a des enfants de 12 ans chez qui l'on voit très bien qu'ils ont une âme de 1000 ans. Je crois que l'âme est la part de l'être humain la plus inconsciente. L'âme est bien autre chose que ce que nous appelons le tempérament. Il y a des personnes qui ont beaucoup de tempérament, mais bien peu d'âme. L'oriental vit beaucoup de son âme, mais l'occidental ne sait pas très bien qu'en faire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous semble important de nous transmettre à nous les jeunes? Je pense que l'important, c'est de ne pas ignorer l'histoire. On dit toujours que pour envisager l'avenir, on n'a pas le droit de méconnaître le passé. Alors ça, c'est de l'histoire, bon, vous, ça vous paraît très très lointain, mais enfin, c'est de l'histoire contemporaine, quoi. L'histoire ancienne, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout ça. Donc l'histoire ancienne est absolument nécessaire, mais il ne faut pas perdre de vue l'histoire moderne, disons. Parce que c'est notre vécu, c'est notre histoire. Hein. Et puis c'est trop important, quoi. Il arrive à un certain âge où on comprend mieux. Vous voyez l'histoire de Reichstag, des Allemands qui viennent tous les ans. Bon, j'ai mis du temps, maintenant je me rends compte, certainement, peut-être l'année prochaine, j'irai les voir. Parce que, bon, ils nous ont fait de la misère, mais les jeunes actuels, c'est pas eux qui l'ont fait de cette misère. Alors pourquoi avoir une rancœur sur eux? Il faut, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre et soumettre. Est-ce que vous êtes content de mon interview ou pas, les jeunes? Oui. Ah oui, oui. Je ne suis pas trop parlé. Ashivenu, Adonai Erad, Vena Suna, Vena Shuba.
cultiver.